Vous êtes sur Congo 26 Télévision et merci de nous rester fidèles. C'est le journal dont voici les principaux titres. À la veille de la rentrée parlementaire essentiellement budgétaire, le gouvernement tient au respect du délai pour le dépôt du projet de loi de finances 2025. La première ministre a échangé avec le président de l'Assemblée nationale mardi sur les enjeux liés au processus budgétaire. Vous suivrez Judith Souminois dans ce journal. Les activités commerciales dans des magasins des expatriés indo-pakistanais et libanais ont repris ce mercredi après une paralysie de 48 heures par les employés congolais. Les deux parties ont conclu un pacte de paix. La délégation de l'exécutif provincial ville de Kinshasa s'en est rendue compte. Et puis à l'international aux États-Unis, le face-à-face Kamala Trump hier soir a retenu l'attention des électeurs américains à l'approche du rendez-vous du 5 novembre prochain. La candidate démocrate a secoué l'ancien président républicain, mais rien n'est encore acquis par la vice-présidente démocrate. C'est tout pour les titres. Madame, Monsieur, bienvenue. À l'approche de la session parlementaire de septembre, essentiellement budgétaire, Judith Souminois et Vital Kamerhe se sont rencontrés mardi au Palais du Peuple. Au menu, les enjeux liés au processus budgétaire. Suivez la Première ministre au micro d'Ebenezer Bouanga. Si vous vous souvenez bien, au moment de mon investiture, j'avais promis que j'allais mettre à profit des temps pour pouvoir discuter, échanger avec les différentes institutions. Et là, nous sommes à la veille de la rentrée parlementaire et donc il était important de pouvoir échanger avec l'honorable président de l'Assemblée nationale par rapport à un certain nombre de sujets. Et vous savez très bien que cette rentrée parlementaire, elle sera budgétaire et donc il était important de pouvoir échanger par rapport au processus budgétaire. On va bientôt, en respectant les prescrits de la LOFIP, venir déposer le projet de loi des finances pour 2025. En même temps, il va y avoir le projet de loi pour la reddition des comptes ainsi que le projet de loi rectificative pour l'exercice 2024. Donc tout ça, ça a été les sujets de conversation que nous avons pu avoir avec l'honorable président ainsi que l'honorable questeur, accompagné évidemment du ministre des Finances ainsi que du vice-ministre des Budgets qui représente le ministère du Budget. Bien sûr, on va respecter les délais constitutionnels. Vous savez que le 15 septembre tombe un dimanche, donc nous serons au rendez-vous pour le lundi. Non, dire que les travaux n'ont commencé que depuis un mois n'est pas exact. Nous sommes investis depuis le 12 juin et le travail a commencé. Parce que nous avons été investis sur base d'un programme d'action du gouvernement qui a été validé ici au niveau de l'Assemblée nationale et donc partant de là, le travail a commencé et pour la loi rectificative, pour la reddition des comptes aussi et aussi pour le projet de loi de finances pour 2025. Donc disons que il faut féliciter les équipes qui ont travaillé sur ça, les experts au niveau du budget, des finances, mais aussi du plan, puisqu'il y a toute la partie macroéconomique. Et ils ont fait un travail de titan en 2 mois et demi. À cela s'ajoutent tous les échanges au niveau des conférences budgétaires. Et aujourd'hui, nous avons d'ailleurs lundi eu un conseil des ministres extraordinaire pour pouvoir valider au niveau du conseil des ministres avec le chef de l'État les 3 projets de loi. Donc, projet de loi portant reddition des comptes, projet de loi rectificatif pour l'exercice 2024, projet de loi pour des finances pour 2025. Donc tout cela a été validé en Conseil des ministres extraordinaire lundi. Et donc ça faisait partie de nos échanges aujourd'hui. Et donc ce sont tous ces documents-là qui vont être déposés en respectant les délais constitutionnels. Le président Félix Tshisekedi n'est pas prêt à ménager certains membres du gouvernement dans leur dérive après le recadrage fait par la première ministre Judith Souminois lors du Conseil des ministres du vendredi passé. Le chef de l'État a enfoncé le clou au cours du Conseil des ministres extraordinaire qu'il a présidé ce lundi dernier à la Cité de l'Union africaine. Suivez un extrait du compte-rendu de cette réunion dans le style de la ministre de la Culture, Yolande Elébé. Aux membres du gouvernement, il a exigé la discipline et la cohésion en ces termes. Je voudrais par ailleurs souligner, en faisant mienne le rappel à l'ordre de Madame la Première ministre sur ce sujet, que l'action gouvernementale doit être coordonnée et ordonnée.
L'individualisme n'est pas un atout. Au contraire, nous payons tous les prix de dérapage populiste individuel. Cet état des choses est inacceptable et ne devrait plus se répéter en matière de gestion de crise, a-t-il précisé. La Première ministre a été invitée à y veiller scrupuleusement et à faire respecter cette cohésion. Paralysées depuis 48 heures, les activités commerciales des employés congolais des magasins des expatriés indo-pakistanais et libanais ont repris ce mercredi. La délégation de l'exécutif provincial de Kinshasa est allée sans rendre compte et Ebenezer Bwanga signe ce reportage. Très attendu sur terrain et comme annoncé, la délégation du gouvernement provincial de Kinshasa. En son sein, certains ministres provinciaux étaient bel et bien descendus sur terrain au grand marché, appelé Zondo. Objectif, s'enquérir de la situation paralysant l'activité économique dans la capitale congolaise le lundi dernier, notamment les conditions de travail des Kinois et des contrats de travail dans ces secteurs d'activité, des suites du mouvement des grèves des travailleurs du secteur des commerces. Sur place, elle a prêté attentivement l'oreille aux désidérata de ces Kinois qui n'ont pas hésité de revendiquer haut et fort leurs droits et avantages sociaux alors que l'opportunité leur a été accordée. Message reçu 5 sur 5 auprès des autorités provinciales qui rassurent à leur tour les solutions idoines pour pallier à ces problèmes. Que dans les prochains jours, il va recevoir les employeurs indiens, libanais, pakistanais, grecs et autres pour discuter du cahier de charges soumis par l'intersyndicale qui représente les travailleurs dans le secteur du commerce. Ce message a été reçu 5 sur 5 et les travailleurs ont accepté de reprendre avec le travail. De par l'annonce de la tenue au prochain jour d'une bipartite gouvernement provincial de Kinshasa, employeurs, les résolutions seront très attendues et apaiseront les tensions dans le chef des travailleurs du secteur des commerces qui ne jure que sur une augmentation salariale indexée sur les taux d'échange des dollars américains et sur la suppression de la sous-traitance. Affaire à suivre. Bien avant cette descente, l'exécutif provincial de Kinshasa est allé s'enquérir de cette situation par le biais de ses ministres de l'Emploi, Jésus-Noël Cheke, et du Commerce, Fiston Loukebon, en réunition autour de lui. Mardi, les représentants de ces travailleurs, un compromis a été trouvé, d'où la conclusion du pacte pour la paix sociale lors de leurs échanges mardi avec l'intersyndicale de ses employés. Écoutez tour à tour les deux parties autour de la réunion. Et ce, à la suite du mouvement de grève déclenché avec comme soubassement plusieurs revendications qui se sont résumées à 4 points. La sous-traitance ou les structures de placement dans la ville, la question du SMIG, la question des heures de service et enfin la question d'actualisation du taux relatif au transport et au nombre de courses considérées, en ce y compris les trajets. Toutes ces questions ont été examinées. Nous avions, à l'issue de cet entretien, trouvé un compromis pour que de demain et rapidement, que la paix sociale revienne et que les travailleurs puissent retrouver les chemins du travail. Mais il a été également pris comme engagement. Une délégation du gouvernement provincial descendra de demain mercredi à la rencontre des travailleurs de ces secteurs précités, les secteurs du commerce, pour des échanges afin de récupérer les désidérata sous forme de propositions que nous allons, après harmonisation avec les parties prenantes, couler sous forme d'un acte d'engagement qui va constituer notre Bible en application des protocoles d'accord existants et en application de la dernière circulaire prise par le ministre national de l'Emploi. Voilà les messages que nous pouvons vous passer ce soir pour dire il y a eu la grève qui a été déclenchée, maintenant un compromis a été trouvé pour que les activités reprennent normalement. Merci.
Savoir apprendre auprès de ceux qui ont de l'expérience dans un domaine donné fait partie des atouts pour réussir. À l'exemple des jeunes entrepreneurs du Sud Kivu, sous le mentorat de Joseph Kazibaziba, le vice-président de la FEC, ils se sont entretenus ce mardi à Bukavu sur la facilitation de la levée des fonds, la culture des résiliences entrepreneuriales et la nécessité de s'informer pour saisir les opportunités d'affaires. Détail dans ce récit d'Alain Magoro. Les jeunes entrepreneurs du Sud Kivu viennent de gagner un grand pari de mentoring entrepreneurial de haute facture. Le directeur général des Primaires Gold et vice-président national de la Fédération des entreprises du Congo FEC, Maître Joseph Kazibaziba, a répondu favorablement à leur requête collective, celle de les accompagner dans leurs initiatives d'affaires. C'est au cours d'un dîner entrepreneurial pédagogique et d'échange d'expériences offert à ses hôtes le dimanche 8 septembre 2024 dans sa splendide villa de Kavumu en territoire de Kabare qu'il a dit oui à cet appel. L'honorable Serge Bahati Maïgende, témoin de l'événement qu'accompagnait une forte délégation de la fondation qui porte son nom, a été émerveillé de prendre part à ce dîner intergénérationnel qui a réuni plusieurs jeunes entrepreneurs émergents venus de partout et opérant dans des domaines variés. Le président provincial de la FEC Sud Kivu, Joyeux Baïdika, et l'ingénieur Edon Tale ont circonscrit le cadre de concertation que les jeunes entrepreneurs ont souhaité voir régulier autour de leurs adhésions à la FEC, enjeu principal de la rencontre. À travers un brainstorming détendu dans une ambiance fort participative et décomplexée, les convives ont tour à tour soulevé plusieurs préoccupations liées notamment à l'inclusion financière, aux critères défavorables des différents appels d'offres ou à manifestation d'intérêt pour la fourniture des biens et services, ainsi qu'à la difficulté d'accéder au grand marché des sous-traitances. À ce sujet d'ailleurs, Mme Gisèle Kayembe Fontaine a apaisé les participants en annonçant des mesures de facilitation prises par les différentes entreprises publiques impliquées dans la sous-traitance et l'inclusion financière. Présent parmi les coachs, le notable Ramazani Ramos, vice-président de la FEC Sud Kivu et directeur général de la Société des microfinances PAIDEC, a partagé son expérience tout en fustigeant l'esprit borné de plusieurs jeunes entrepreneurs qui ne fournissent pas d'efforts pour accéder à la bonne information. Même son des cloches pour le vice-président national de la FEC, Maître Joseph Kazibaziba, qui a invité ses hôtes à quitter leur zone de confort pour espérer émerger et prospérer dans les affaires. Plusieurs jeunes entrepreneurs, heureux d'avoir été conviés à ces dîners, ont promis d'adhérer à la FEC pour maximiser leurs chances de faire croître leur... Le ministère du Tourisme a lancé mardi 10 septembre à Kinshasa le forum de validation de la politique nationale de ce secteur en vue d'y apporter des réformes. Détail dans ce récit. 5 thématiques sont à l'ordre du jour des discussions. Il s'agit des infrastructures, de l'aménagement du territoire, les problématiques foncières, la formation et la professionnalisation, l'accès au territoire et à la sécurité de touristes, le financement, la création de richesses ainsi que la promotion de l'image de marque. Dans son discours, le VPM, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a martelé sur la volonté du gouvernement de tout mettre en œuvre pour le relèvement de l'industrie touristique. La fixation de la politique nationale du tourisme, telle que validée au cours du forum qui s'ouvre, exigera la participation et la collaboration de bien d'autres ministères concernés par la transversalité du secteur du tourisme. Le gouvernement de la République veillera à ce que ces ministères ainsi que l'ensemble des acteurs du secteur bénéficient de toute la collaboration voulue en vue du relèvement dans notre pays de l'industrie touristique. De son côté, Didim Pambia, ministre du Tourisme, s'est penché sur la nécessité de trouver les solutions au paradoxe entre la politique ambitieuse envisagée en matière de tourisme et les moyens mis en œuvre pour sa réalisation. La politique nationale qui sera adoptée au cours des présentes assises pourra compter pour sa mise en œuvre sur les partenaires bi- et multilatéraux. Cette PNT porte également l'ambition de promouvoir l'image du pays à l'extérieur. Il s'y est de signaler que du 10 au 12 septembre, les panélistes de ces forums se penchent sur les défis majeurs du tourisme congolais et la possibilité d'envisager des solutions adéquates dans ces secteurs. En bref, dans le territoire de Lubero, au Nord Kivu, un nombre important d'entrepreneurs de différents secteurs vident ce coin du pays. Ils fuient les menaces incessantes des groupes armés permanents. Ceux qui sont restés, notamment les agriculteurs et les éleveurs, ne parviennent pas à payer les taxes exorbitantes exigées par ces terroristes.
En mission dans le territoire de Ouatsa depuis le lundi 9 septembre, le vice-gouverneur de la province du Haut-Ouélé, Christophe Darras, s'est rendu au chantier du pont Kibali pour évaluer l'avancement des travaux sur place. Il a exprimé sa satisfaction quant au travail réalisé par l'Office des voiries et drainage. Christophe Ozonono nous en dit plus dans ce reportage. Conscient des ententes urgentes de la communauté concernant ce pont crucial, le vice-gouverneur au nom du gouverneur Jean Bakomito a invité la population à faire preuve de patience jusqu'à l'achèvement des derniers travaux. Il a souligné que cette mesure vise à réduire les risques, les ponts étant encore en chantier. Chose qu'il faut retenir, il est vrai que les piétons vont commencer à utiliser ça demain, mais ça reste encore un chantier. Étant encore un chantier, il faut qu'il y ait des disciplines et des mesures idoines qui sera régulées à commun accord avec les ingénieurs qui travaillent sur les chantiers et les éléments de l'ordre, la police, le transport, ainsi de suite, qui seront mis ici. Il y aura vraiment de la modération. Peut-être on pourra demander s'il y a un attroupement de la population qui désire passer 5 personnes, maximum 10, parce que si tu fais la moyenne, une personne qui paye ses 4 kilos fois 10 personnes, c'est déjà un demi-tonne. Et ces demi-tonnes-là a la probabilité de décliner ou bien de dévier ou de faire encaisser d'un seul côté et tout de suite. L'actualité internationale est dominée par le traditionnel débat télévisé préélectoral aux USA. Hier mardi 10 septembre, dans la soirée, la candidate démocrate et vice-présidente sortante Kamala Harris a poussé l'ancien président et candidat du camp républicain Donald Trump à son dernier retranchement. Jeanne Biango. C'était un très bon débat de mon point de vue. C'était la première fois qu'ils se rencontrent face à face. Les yeux des Américains et du monde entier étaient braqués sur ce débat télévisé qui a bien commencé. À moins de 2 mois d'une présidentielle sans précédent, la candidate démocrate et vice-présidente sortante Kamala Harris, visiblement mieux préparée, plus sereine et confiante, a secoué le candidat républicain et ancien président Donald Trump avec un ton très offensif. Pendant 1h30, la vice-présidente n'a pas plié sa langue, accusant son adversaire d'offenser le système sanitaire américain en ce qui concerne le droit à l'avortement. Les femmes enceintes qui veulent mener leur grossesse à terme, qui font une fausse couche, se voient refuser des soins aux urgences parce que les prestataires de soins ont peur d'aller en prison et qu'elles saignent dans une voiture sur le parking. Elles ne voulaient pas de ça, leur mari ne voulait pas de ça. En ce qui concerne la guerre en Ukraine, la présidente démocrate a sévèrement taclé son adversaire, resté sur la défensive, dont le retour à la Maison-Blanche pourra éloigner certains partenaires des États-Unis d'Amérique. Je veux mettre fin à la guerre. Je connais très bien Zelensky et je connais très bien Poutine. Il respecte votre président. Ok, il me respecte moi, il ne respecte pas Biden. Vous ne vous présentez pas contre Joe Biden, mais contre moi. Il faut comprendre pourquoi nos alliés européens et nos alliés de l'OTAN sont tellement heureux que vous ne soyez plus président. Parce que sinon Poutine serait à Kiev en ce moment avec les yeux rivés sur le reste de l'Europe. Beaucoup d'autres sujets ont fait l'objet de ce débat houleux tels que l'économie et l'immigration. Kamala Harris, sûre d'elle et désireuse de faire passer Trump pour un homme du passé, s'en est visiblement bien sortie de cette cage et stabilise son avance dans les sondages dans certains États clés. Ceci pourrait être l'unique débat télévisé entre ces deux protagonistes. Le rendez-vous est donc pris pour les 5 novembre prochains. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle ses principaux titres. À la veille de la rentrée parlementaire essentiellement budgétaire, le gouvernement tient au respect du délai pour le dépôt du projet de loi de finances 2025. La Première ministre a échangé avec le président de l'Assemblée nationale mardi sur les enjeux liés au processus budgétaire. Les activités commerciales dans des magasins des expatriés indo-pakistanais et libanais ont repris ce mercredi après une paralysie de 48 heures par les employés congolais. Les deux parties ont conclu un pacte de paix. La délégation de l'exécutif provincial ville de Kinshasa s'en est rendue compte. Et puis à l'international aux États-Unis, le face-à-face Kamala-Trump hier soir a retenu l'attention des électeurs américains à l'approche du rendez-vous du 5 novembre prochain. La candidate démocrate a secoué l'ancien président républicain, mais rien n'est encore acquis pour la vice-présidente démocrate. Restez fidèles au programme de Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.